Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais parler d'un sujet qui est revenu assez régulièrement ces dernières années et que finalement j'ai jamais vraiment traité au calme dans une vidéo. J'en ai parlé ici et là dans certaines interviews, mais j'ai jamais vraiment pris la peine d'expliquer en fait ce choix qui est le suivant, c'est-à-dire pourquoi Noob n'a jamais voulu rentrer dans le rang du monde professionnel, pourquoi à titre personnel je n'ai jamais essayé de faire entre guillemets carrière dans l'audiovisuel professionnel. Pourquoi est-ce que, malgré les opportunités qu'on a pu avoir, malgré le succès de Noob et les records d'Europe de crowdfunding, etc., enfin tout un tas de faisceaux d'indices qui quand même nous auraient pu permettre d'avoir un dossier suffisamment solide pour tenter une aventure professionnelle, pourquoi on ne l'a pas fait et pourquoi Noob reste quelque chose de très amateur, un petit peu on va dire old school, un petit peu comme à l'époque des films amateurs, pour ceux qui ont connu les Bitoman, Damned, Capoeira Fighter, voilà, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est resté dans cette veine-là et pourquoi on n'a pas profité de cette superbe aventure pour voir si on ne pouvait pas en faire notre métier? Alors, évidemment, je ne vais pas parler au nom des acteurs. Chaque acteur de Noob fait ce qu'il veut. Là, je vais parler plutôt de l'aventure Noob et, on va dire, de moi en tant que réalisateur. À aucun moment on espérait devenir professionnel de l'audiovisuel quand on a commencé en 1999, oui c'est vrai, 1999, quand on a commencé à tourner des vidéos avec les copains. Ben non, on n'aspirait pas à devenir des grands cinéastes un jour, c'était un loisir. C'est quelque chose, et même au début, au tout début, on se filmait, mais on expérimentait des plans. On ne montait pas forcément les vidéos, c'est-à-dire que on allait faire un plan en zoom vers le personnage, la caméra qui rentre dans sa bouche, on allait faire un plan où le mec il saute et puis la caméra elle le suit, machin. Enfin, on s'amusait à faire des bêtises en fait pour essayer de reproduire en live certains plans qu'on pouvait voir dans l'animation japonaise notamment. Je me souviendrai toujours d'un plan dans El Hazard, l'animé, où l'héroïne fait une boule de feu, la caméra suit la boule de feu qui fonce et qui va jusqu'à l'adversaire. Moi, je trouvais ça super classe. Et c'était tout simplement une envie de reproduire ouais, un petit peu entre nous voilà, les exploits de nos héros dans l'animation japonaise. Ça s'articule aussi autour de la découverte de Bitoman, parce que c'est eux qui nous ont fait découvrir, on va dire, le fait qu'on peut s'amuser avec les copains, se cosplayer, faire des effets spéciaux, je sais pas moi, avoir un peu d'imagination et peut-être même créer une histoire. Et le festival cartooniste a fait en sorte que, avec la projection de ces films amateurs, qu'on puisse avoir un public. Pas forcément internet à l'époque, hein. Les images elles étaient grandes comme ça, c'était du Real Player, les images étaient grandes comme un timbre poste, on avait du 28K ou du 56K en modem, c'était pas du tout, internet n'était pas quelque chose qu'on visait, c'était les salons. Il y avait le cartooniste, on s'amusait à tourner avec les copains et puis on savait que en avril il y aurait le cartooniste avec peut-être, si on était sélectionné, la diffusion de notre petite vidéo qu'on avait tournée pendant toute l'année. Donc en fait ça c'est vraiment ce qui m'a motivé à commencer la vidéo. Et évidemment, là-dedans, il y a les copains. C'est-à-dire que, oui, artistiquement, c'était intéressant, mais moi, ce qui me faisait rire, c'était d'être avec mes potes, de tourner des trucs, d'être mort de rire, de dire hey, venez, moi j'ai vu ça dans tel animé, moi je suis fan de tel animé, dans Dragon Ball Z ou dans Saint Seiya, ils font des espèces d'attaques comme ça, ou je sais pas, Honda dans Street Fighter 2 qui fait l'attaque avec toutes les mains, comment est-ce qu'on peut reproduire ça? Voilà, c'est ça qui nous faisait marrer. À la base, c'était vraiment un loisir. Ça l'est toujours, mais voilà, c'était vraiment que ça. Et puis ensuite, on a commencé à construire nos premières vidéos construites. Ça fait 2 fois que je dis construit, mais voilà, vous avez compris. On a commencé à monter nos plans, à écrire une histoire, à essayer de jouer la comédie hein, avec nos petits moyens. Et puis voilà, il y avait cette petite histoire qui a commencé à se construire avec Final Quest 1, puis Final Quest 2, et puis après on a découvert Damned, parce que Bitoman c'était plutôt, on va dire, la parodie. Damned c'était une histoire originale, et on s'est dit, hey, on peut peut-être créer notre propre univers. Et puis j'ai commencé à écrire mon univers avec Lost Levels, qui est l'ancêtre de Noob, qui se passait déjà dans un MMO, qui se passait, enfin, voilà, il y avait déjà ce genre de choses. Et en fait, j'ai pas vraiment envie aujourd'hui de changer, parce que ce qui me plaît, c'est de faire ça avec mes copains. Je pense qu'il y a aussi un aspect de nostalgie, c'est-à-dire que, hey, les gars, j'ai 37 ans, ce que je faisais quand j'avais 16 ans, eh ben, je continue à le faire.
Alors oui, c'est un peu plus beau parce qu'il y en a de belles caméras, on a de beaux objectifs, maintenant de beaux ordinateurs, on a des logiciels. Avec le temps, j'ai appris à faire des effets spéciaux, on s'est amélioré. Mais il n'empêche que quand on se retrouve sur le tournage, bah, peu importe la caméra, c'est les mêmes copains, on vieillit ensemble, on pratique notre passion. Et on joue pas forcément tous comme Leonardo DiCaprio, pas de problème avec ça, mais c'est mes copains. Et ouais, bah, il y en a certains qui vont peut-être bégayer, il y en a qui vont peut-être avoir du mal à retenir leur texte, il y en a qui vont pas du tout le réviser et qui vont arriver en mode YOLO et qui vont, qui vont refaire 150 fois la scène parce qu'ils vont pas réussir à la dire. Enfin, mais on s'en fout, on est entre potes, on s'amuse et c'est peut-être ça, moi, que je recherche, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ça qui me plaît. L'audiovisuel, j'aime beaucoup, évidemment, c'est un média que j'adore, mais je suis plutôt un raconteur d'histoire, c'est-à-dire que avant l'audiovisuel, je faisais des fanzines. Je dessinais des fanzines, je dessinais voilà, des petits mangas que je sortais, et puis quand il y avait 2-3 copains qui me faisaient le plaisir de lire ma petite histoire en bande dessinée, bah, j'étais content et je continuais. J'adorais ça. Même avant, j'écrivais des nouvelles que je lisais en 6e devant ma classe de 6e parce que mon professeur de français avait vu que j'écrivais des histoires dans mon coin et qu'il voulait encourager ça. Et tous les lundis matins, il me laissait lire mes petites histoires. Donc l'audiovisuel, ce n'est qu'un média supplémentaire sur lequel je peux raconter mes histoires. Mais voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Après, je me donne les moyens de le faire, c'est-à-dire que raconter des histoires, c'est bien, mais ça implique d'apprendre à faire des effets spéciaux, d'apprendre à faire du son, d'apprendre à savoir cadrer, savoir monter une vidéo, savoir diriger une équipe, ne pas être trop directif, ne pas non plus être trop laxiste, c'est-à-dire si tout le monde y va de sa petite idée, il n'y a plus d'histoire et chacun est le plus beau, chacun est le plus fort. On a eu ça au début, hein, j'osais pas vraiment interférer dans les idées de chacun, et puis voilà, tous les acteurs ils voulaient être les plus forts, personne ne voulait perdre un combat. Finalement, on faisait un épisode entier où il se passait rien. Il y avait juste des mecs qui étaient trop forts, qui posaient, qui se battaient et qui redoublaient, on va dire, de coups de théâtre pour dire « en fait, tu m'as pas battu, je reviens avec une attaque encore plus puissante. Oui, mais attention, pour pas perdre la face, je reviens parce que je suis fort. » Voilà, donc il a fallu apprendre toutes ces choses-là. Et l'aventure humaine est assez incroyable, en fait. Vraiment, je pense avoir vécu avec Noob, avec Lost Levels, avec Phoenix, avec Serial, avec Warzone, avec Final Quest, avec Fungly Heroes, Fungly Stories, voilà, tous ces films amateurs que j'ai créés toutes ces années, je pense avoir vécu la plus belle aventure que je puisse espérer vivre en France dans le monde de l'audiovisuel. Parce que très peu de contrariétés finalement, très peu de contraintes, très peu de... Et là j'arrive à mon deuxième point, hein, qui est la création artistique. C'est une liberté totale. Une liberté totale, et ça c'est vraiment quelque chose... vous êtes avec vos copains, vous tournez quand vous voulez, au rythme que vous voulez, vous faites le thème que vous voulez. Alors de temps en temps, ne pas avoir d'entrave, ça peut aussi créer des contenus un peu bizarres. Hein. Au début, voilà, j'allais voir Pirates des Caraïbes, il y avait un pirate dans la scène d'après. Hein. J'allais voir Matrix, il y avait un mec avec des lunettes, un blouson noir, qui faisait des bullet time dans la scène d'après. Ça peut ensuite ressembler finalement pas à grand chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai appris et j'ai pu créer de manière libre. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi un thème qui consistait à faire un jeu vidéo en ligne massivement multijoueur, à l'époque où c'était pas connu en France, il n'y avait pas Warcraft, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait quelques petits MMO auxquels je n'avais quasiment jamais joué. Mon premier, ça a été Phantasy Star Online sur Saturn. Donc vous voyez, ça date, mais quand même. Mais je voulais mélanger les sujets, je voulais ne pas m'interdire de faire des gangsters, puis un chevalier, puis un mec qui vient du futur avec un pistolet laser ou un sabre laser, enfin peu importe. Je voulais tout mélanger parce que je voulais vraiment toucher à tout, et il y avait cette envie voilà, de créer des mondes de l'imaginaire dans un socle qui pourrait accueillir tous ces délires en fait. Parce que moi ce que j'avais peur, c'était de partir sur une série, je sais pas moi, allez on fait une série sur des gangsters. Et puis au bout de 3, 4, 5 épisodes, être super frustré parce que depuis, voilà, les gangsters, ça m'amuse 5 minutes, mais finalement, j'aimerais bien faire des chevaliers. Et puis finalement, arrêter le projet en cours de route et partir sur une série avec des chevaliers. Et puis finalement se dire, oh là là, mais en ce moment, j'aimerais bien faire un truc futuriste et tout. Puis arrêter ma série sur les chevaliers et partir sur un truc futuriste. Donc cette volonté de créer un truc qui se passe dans un jeu vidéo,
mélanger tout ça. Les gangsters, entre guillemets, enfin les comploteurs, ils étaient dans le monde réel. Et puis dans le jeu vidéo, il y avait des gars qui avaient des pouvoirs plutôt de type fantasy, et puis d'autres type futuristes, et puis voilà, enfin, je mélangeais tout ce que je voulais. Et ça, j'aurais pas pu le faire à l'échelle professionnelle, c'est impossible, et aujourd'hui encore, je ne pourrais pas le faire. Donc en fait, cette liberté de création, c'est vraiment le moteur. C'est-à-dire que là, on en a deux moteurs, c'est-à-dire la liberté de création et les copains. Je ne sais pas si j'aurai la patience à chaque projet d'avoir un nouveau staff, de faire connaissance. Il faut du temps aussi avant de faire confiance aux gens, parce que vous pouvez avoir des gens qui sont adorables quand vous les rencontrez, et puis qui vont tomber le masque et être un peu des starlettes. Et puis le problème, c'est que voilà, vous êtes parti dans votre projet professionnel, tout le monde est payé, mais il faut vous frapper la personne pendant encore 5 semaines de tournage, parce que c'est votre personnage principal, mais il est insupportable, toute l'équipe en peut plus de lui, enfin, ça peut arriver ce genre de choses. Alors que quand vous êtes entre copains, s'il y en a un qui est insupportable et tout ça, vous pouvez vous dire, soit stop, je veux plus jouer avec toi, après tout je fais ce que je veux, soit là en ce moment ouais c'est un peu chaud, lui il est super chiant, on va un peu doser différemment parce que je sais pas si ça va pas dans sa vie ou quoi que ce soit, mais il arrête pas de cracher sur les autres, enfin ça peut arriver ce genre de choses. Mais vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, donc finalement vous ne gardez que le positif quand vous êtes indépendant. Ça vous pouvez le voir dans Noob, il n'y a pas un seul personnage indispensable, c'est l'histoire qui est indispensable. Même Sparadrap là il est beaucoup moins disponible, on l'a quasiment plus en tournage, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres de personnages. Noob ne vacille même pas le fait de ne plus avoir Sparadrap. Et quand il reviendra, tout le monde sera content. Parce qu'il aura plus de temps et qu'il tournera. Il vaut mieux ça, plutôt que de mettre la pression à un acteur en disant « Ouais, tu viens pas, de toute façon on va te dégager de la série, regarde, on a tout écrit autour de ça, et puis là tu mets tout le monde dans l'embarras, et puis finalement se disputer avec la personne. » Alors que le fait d'être indépendant, le fait d'être libre de créer ce qu'on veut, quand on veut, c'est intéressant parce que ok, en ce moment, voilà, il y a ton métier qui fait que tu peux pas tourner les week-ends, par exemple. Voilà, je parle de Sparadrap, mais je peux parler de Dark Avenger. Ok, il y a ta vie qui fait que tu vis en Chine. C'est pas facile quand tu vis en Chine de tourner tous les week-ends, hein, ça fait long le voyage. Mais c'est pas grave. Du coup, ton personnage, là pour l'instant, il va partir dans telle intrigue. Cette intrigue-là, je vais la travailler à l'échelle transmédia. Ça, on en parlera un petit peu, mais le transmédia, c'est aussi quelque chose de génial. Et puis ensuite, quand tu auras le temps ou que tu auras envie, tu reviens et hop, on réinjecte ton personnage d'une autre manière. Il y a une liberté. Ce qui permet de n'avoir que du positif avec les copains. Aucun copain n'a la pression en se disant du coup... Enfin, j'oublie un truc avant de vous parler de ça. Si jamais j'écrivais toute la saison d'une traite, que j'avais, un gros bloc-notes et que je disais, voilà, ça c'est la saison. Le monde professionnel, c'est ça, hein, vous écrivez votre contenu, vous le soumettez, etc. Il y a des scripts qui sont écrits depuis 3, 4, 5 ans avant d'être tournés. Il faut être sûr de son staff. Le fait de ne pas le faire fait que du coup, mes acteurs, je leur mets pas la pression. Moi, j'écris, je sais où je veux aller dans chaque saison, c'est-à-dire je sais d'où je pars, je sais à peu près le milieu de saison, ce que ça va donner, et je sais comment je vais finir ma saison, globalement. Mais je sais pas comment je vais y aller. Ça se trouve, ça sera Ivy qui sera personnage principal pendant X épisodes, et puis ça se trouve, ce sera, je sais pas moi, Omega Zel, et puis machin. C'est pas grave, je m'en moque, c'est pas important. Tous mes persos, je les aime bien de toute façon. Tous mes copains, je suis pote avec. Donc peu importe la personne qui va soutenir l'histoire, ça m'oblige à créer de nouvelles idées. Donc le fait de ne pas avoir, comme pour le monde professionnel, tout un script entier, fait que je suis super souple et je mets la pression à personne. Donc je suis pas là à dire à tel ou tel copain attention, là dans cette saison, tu es le personnage principal. Donc me fais pas le coup de me lâcher au bout de 3-4 épisodes, etc. Non. Déjà, on n'est pas payé. C'est aussi ça, être indépendant, hein, c'est avoir une certaine flexibilité. Et c'est aussi, alors, il faut qu'il y ait du respect, mais c'est aussi, on va dire, une certaine confiance. Mais si la personne ne peut pas, parce que les aléas de la vie font qu'il ne peut pas, je sais pas, une actrice qui tombe enceinte, une actrice qui va trouver un métier, un travail, et que son patron lui permet plus de venir le week-end. Enfin, je dis actrice, parce qu'un acteur qui tombe enceinte, c'est plus rare, mais un acteur, je sais pas, qui serait malade, j'essaye d'être dans la parité, vous avez vu, un acteur qui tomberait malade, qui peut pas venir pendant X temps, ou qui déménage, ou qui tombe amoureux, fall in love, et qui du coup est sur son petit nuage, et les tournages, c'est plus trop sa priorité pour l'instant. Enfin, tout est possible, la vie, je pense que vous avez tous une vie là, et vous êtes tous
capable de savoir que tourner c'est sympa, mais peut-être qu'il y a des fois où vous avez moins envie, que vous avez tout simplement pas la possibilité, voilà. Mais voilà, moi mon boulot, avec le côté indépendant, c'est de dire, les gars, déstressez, il n'y a pas de problème. Si t'es pas dispo, il y a suffisamment d'acteurs dans Noob et d'actrices pour pouvoir faire tourner l'histoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On s'arrange. Et toutes ces choses, d'un point de vue artistique, je trouve ça intéressant parce que moi, ça m'oblige d'avoir, on va dire, toujours le cerveau qui réfléchit à de nouvelles idées, à de nouvelles alternatives et de nouveaux angles. Et du coup, ça me permet d'éviter de tomber dans une routine. Imaginez si jamais j'écris un script et que, au bout de 3-4 épisodes, je me rends compte que mon script, il est plat. Il n'est pas bon, ça marche pas, les spectateurs et spectatrices devinent tout de suite quasiment les intrigues et qui commencent à voir ce qui va se passer dans 3, 4, 5 épisodes. Et là, vous vous dites, mince, j'ai tout écrit là. En fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je me suis planté parce que tout le monde est en train de soit de dire que l'intrigue elle est nulle, soit de deviner ce qui va se passer parce que c'est trop prévisible, etc. Et là, du coup, le fait de me dire, je ne sais pas qui j'aurai au prochain tournage, je ne sais pas ce que les aléas de la vie feront par rapport à mon équipe. Donc du coup, moi, ça m'oblige à toujours être en alerte, à toujours avoir 1, 2, 3, 4, 5 plans de secours et de me dire, ok, bon, lui, il n'est pas là, elle n'est pas là, bon, je vais plutôt partir sur cette intrigue. Ah, mais du coup, ça veut dire que j'ai pas travaillé le personnage de Bidule, mais il serait super intéressant. Donc c'est peut-être l'occasion de travailler ce personnage-là qui est plutôt éteint en ce moment et dont l'acteur ou l'actrice est super disponible et a très envie de tourner. Et bien voilà, c'est sa chance. Allez, c'est parti, viens, on va plutôt orienter l'action par rapport à ton personnage. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, il y en a qui n'aiment pas, hein. Il y a des créatifs qui détestent ça, qui veulent avoir leur script, qui veulent être sur leur rail et dire, voilà, on y va, et la peur de la page blanche ou que le scénario ne ressemble plus à rien à force de faire ça petit à petit, je peux comprendre aussi. Moi, je suis très à l'aise avec ça, je peux tout à fait m'adapter. Il y a même des fois où on arrive sur le tournage, et par exemple, un des personnages, un des comédiens tombe en panne ou ne s'est pas réveillé. Je peux tout à fait repenser le scénario au moment où je suis sur le tournage et dire, bon, c'est pas grave, attendez. Alors, si c'est des répliques que je pourrais attribuer à d'autres personnes, je dis, bon, voilà, toi, tu vas plutôt dire cette réplique à sa place. Et puis, bon, je la repense à l'oral. Hein. Je dis, bon, dis-la plutôt comme ça parce qu'elle n'a pas été écrite pour toi. Ou alors, je peux tout à fait dire, ok, bon, tel personnage n'est pas là. Mettez-vous en costume, moi je me mets à l'arrière de la voiture et je rebosse mon script. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça s'est jamais vraiment vu finalement dans Noob et je trouve ça très intéressant. Il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces concours, les 24 heures ou les 48 heures chrono, où vous devez faire un court-métrage en très peu de temps. On en a fait 2, on a gagné une fois d'ailleurs le prix, c'était plutôt sympa à faire. Ça me plaît. Voilà, ça j'aime bien faire ce genre de choses, écrire au fil de la plume, être capable d'articuler ses idées, voilà, et de créer un contenu et se surprendre soi-même. Parce que si on se surprend soi-même, si jamais à chaque fois qu'on fait un épisode, on se dit « je ne sais pas exactement comment je vais y arriver à la fin de cette saison », mais du coup ça m'intéresse parce que ma saison elle n'est pas entièrement dans ma tête quand je la commence. C'est une aventure qu'on va vivre tous ensemble. Ça me plaît, voilà. Ensuite, en plus du côté purement créatif, il y a le fait de ne pas avoir à débattre de ses idées avec quelqu'un qui serait un peu extérieur au projet. Par exemple, j'y connais pas grand-chose, hein, je vais être honnête avec vous, le monde professionnel, j'y connais pas grand-chose. Mais de toutes les personnes que je connais du monde professionnel et qui m'en ont un peu parlé, il y a plein de choses où je serais incompatible avec cette manière de travailler sur Noob. Attention, si demain je signe un projet professionnel d'une licence autre, ok, je m'adapterai parce que les règles seront posées du début à la fin. Mais avec Noob, j'ai pas été bien habitué. Et quand je vois qu'il y a certains projets qui sont écrits et que 4 ans plus tard, le tournage n'a pas encore commencé, qu'ensuite le tournage commence, et que 2 ans plus tard, les rushs n'ont pas été montés, et qu'ensuite, encore 2 ans plus tard, on attend toujours la date de sortie parce qu'il n'y a plus de diffuseur, parce qu'il s'est désengagé, ou parce que les choses ont changé, ou parce qu'ils attendent, et que finalement le projet il sort 8 ans après, ça me saoulerait, mais d'une force, je ne pourrais pas. Quand je crée quelque chose, j'ai qu'une seule envie, c'est le montrer au public. Donc je ne pourrais pas, moi, attendre pendant des heures et des heures, même des années, avant de sortir un contenu. Et j'ai cru comprendre que le producteur et le diffuseur avaient beaucoup de pouvoir décisionnel. Et quand je crée une histoire, ça serait vraiment difficile pour moi de dire « Ok, ça c'est le scénario, voilà, j'aimerais bien faire ça. » Et puis la personne dit
Ah ouais, non, mais non, on l'a réécrit, là, tout ça, c'est pas bon, là, ça va pas, euh, fais plutôt ceci, fais plutôt ça, et tu te dis, ouais, mais enfin, j'ai pensé mon truc quand même, on en débat et tout ça, mais t'as pas le dernier mot, c'est pas toi qui mets l'argent finalement dans le projet, t'es un employé quelque part. Donc, du coup, ok, bah, je refais, donc tu essaies de trouver de nouvelles idées, tout ça, et puis tu refais, puis tu refais, puis tu refais. Et je pense que c'est une énergie folle de devoir essayer de débattre avec un diffuseur ou un producteur et de se dire putain cette idée elle n'a pas été retenue, oh celle-là non plus. Et finalement tu dépenses une énergie folle que tu aurais pu mettre dans ton projet pour aboutir à un compromis. Alors soit ce producteur et ce diffuseur sont des gens, des génies créatifs et on se dit ah ouais non mais ils ont des super idées, vraiment c'est génial, heureusement qu'ils étaient là, c'est possible et dans ce cas-là ok. Si c'est des gens qui sont là à dire ah ouais mais non là non parce que ça va pas se vendre et là ça va pas marcher, non non il faut que ça fasse de la vue machin etc, donc ça non enlève ça trop compliqué, facilite le truc et tout, oh, ça me saoulerait d'une force, je serais trop frustré sur un projet entre guillemets dont je me fous. Quand je dis dont je me fous, c'est pas que je le ferai par-dessus la jambe, je le ferai à fond, mais ça serait pas ma licence ou ça serait une licence dont je saurais de base que de toute façon elle ne serait qu'un compromis de ce que j'ai en tête. Ok, là il n'y a pas de problème. Mais comme Noob, c'est un peu ma licence de cœur, c'est l'œuvre entre guillemets de ma vie, je dis souvent ça, c'est John Lang, il a fait Nullbuck il y a des années, en 2000 je crois, 20 ans plus tard il est toujours sur Nullbuck, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'autres contenus à côté, mais c'est sa licence de cœur. Alexandre Astier, je ne connais pas personnellement, mais j'ai vu dans une interview qu'il évoquait le fait que Kaamelott, c'était une œuvre sur laquelle il reviendrait à différents moments de sa vie. Effectivement, il l'a fait, hein. Il a fait la série, là il va faire le film et peut-être la trilogie, il fait la bande dessinée, voilà, c'est... Noob, c'est un peu l'œuvre de ma vie, donc c'est vrai que j'aurais du mal à passer pro sur Noob et de suite avoir un producteur qui viendrait et qui me dirait « Ok, maintenant ça c'est fini, t'as plus la main mec, hein, donc je sais pas, là je vais caricaturer, mais là tes petites magiciennes, on va prendre des actrices hop en bikini parce que c'est plus vendeur, et puis là toutes tes intrigues avec le lore c'est débile et tout ça, donc on va plutôt reprendre le côté noob avec un personnage qui tombe par terre, qui fait enfin voilà un truc un peu débile avec un seul niveau de lecture, on enlève toute la dimension transmédia, on enlève le lore, on enlève tout ça, et puis on fait quelque chose limite avec des personnages assis dans une taverne à la caméra café qui discutent et qui parlent de trucs avec... voilà, je pourrais pas, moi, réaliser ce genre de choses, ça serait pas possible, pas sur Noob, ça serait contraire à tout ce que je voudrais. Et je me souviens, il y avait un producteur avec lequel je discutais, qui est producteur Canal+, qui avait bossé avec Canal+, et tout ça, et qui me demandait, bon, je dis ça comme ça, mais si jamais, par exemple, imaginons pour Sparadrap, vous aviez un comédien comme Kev Adams, par exemple, est-ce que vous seriez pour ou contre? Et je disais, mais non, c'est pas du tout dans l'essence de Noob, c'est pas possible. C'est un autre monde, j'ai rien contre Kev Adams, hein, et je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, ou machin, etc., mais je peux pas prendre un acteur tête d'affiche pour faire un personnage, voilà, le personnage de Sparadrap, juste pour vendre des entrées. Ça m'intéresse pas. En tout cas, je veux pas être associé à ça. Moi, ce que je veux, c'est faire, alors ça avec mes copains, déjà avant tout, c'est-à-dire ne pas dégager mes copains de leur rôle pour finalement prendre des vrais acteurs. Dans le cas d'un reboot, c'est possible. Peut-être que quand j'aurai fini Noob, que j'aurai terminé l'histoire, peut-être qu'un reboot avec, alors pas forcément les acteurs que je viens de citer, mais un reboot avec d'autres acteurs, un truc professionnel pour une autre génération, pourquoi pas? Évidemment, à 50 ans, on va pas s'amuser à continuer à faire la web-série. Et si jamais la web-série peut avoir une deuxième vie pour une autre génération, je suis absolument pas contre, mais je ne serai pas le réalisateur. Je serai peut-être l'auteur avec un droit de veto, plutôt, je dirais. Mais voilà, je serais plutôt... je veux pas être réalisateur de ce genre de choses. Pas sur Noob. Après, devenir réalisateur professionnel sur un projet qui serait un projet qui n'est pas ma licence de cœur, qui est un projet qui est conçu pour ça, oui, c'est possible. Pour l'instant, j'en ai pas envie, mais peut-être qu'un jour, ce sera possible. Et pourquoi j'en ai pas envie? Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel de l'audiovisuel, toute la génération No Life, la génération des web-séries, peut-être arrivée une génération ou deux trop tôt.
Aujourd'hui, je pense pas que la télévision française soit prête à produire le contenu qui, nous plaît. Heu, Évidemment, on adorerait avoir, les séries de super-héros comme, les séries, de DC, avec le Arrowverse ou, les séries Marvel qu'il y avait à l'époque sur Netflix, avant que Disney+ arrive et qu'il va sûrement y avoir des super séries, Marvel avec Disney+, c'est sûr. On aimerait avoir des séries comme Le Mandalorian, on aimerait avoir, voilà, des trucs, science-fiction, fantasy, là, il parlait de faire une série, Sword Art Online, série live. Bon, ça peut être très bien ou ça peut être un genre de Power Ranger débile, enfin, ça peut être très naze, donc on sait pas. Mais on aimerait pouvoir essayer de faire ça en France, ça serait bien, mais les producteurs ne sont pas prêts à faire ça. Mais je peux pas leur jeter totalement la pierre, parce que les statistiques démontrent bien qu'à chaque fois qu'ils essaient, le public ne répond pas. C'est-à-dire que le producteur français qui va tenter de faire quelque chose, on va dire, de geek, le producteur français qui va tenter de faire quelque chose de science-fiction, de fantasy, etc., en général, on dit non, mais c'est bon, les Français, de toute façon, c'est naze, moi je préfère les contenus américains et tout ça. Après, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, je regarde plutôt le contenu américain, et comme j'arrive pas à suivre déjà la quantité de contenu américain, ouais, c'est vrai que les séries, même quand les Français tentent de faire quelque chose qui est plus dans la veine de ce que j'aimerais créer, ben, je joue pas forcément le jeu. Par exemple, j'ai pas regardé le City Hunter pour l'instant, de Lachereau, je crois que c'est pas comme ça. Je l'ai pas regardé, alors que quand j'étais petit, mais j'aurais rêvé que les Français fassent ça. Je vais le regarder. C'est pas parce que je l'ai pas vu à un moment donné que je vais pas jamais le regarder. Je vais le regarder, je vais acheter le Blu-ray ou le DVD pour quand même jouer le jeu, évidemment, de la création, pour financer ça, parce que c'est quelque chose, je trouve que c'est bien. Après, on aime ou on n'aime pas. On peut se dire que ça a été dénaturé ou pas, je sais pas. Mais il n'empêche que c'est bien que des mecs s'y frottent. Et peut-être que ça va ouvrir la voie pour une nouvelle génération. Moi, je pense à François Descraques quand je dis ça. François Descraques, lui, par contre, il est issu donc, des web-séries. Donc il a fait ça aussi avec ses copains, en amateur, etc. Même si ses copains, ce sont des vrais comédiens, même si François est un véritable réalisateur, qu'il a pris des cours, dans des vraies écoles, etc. Enfin voilà, ou que même ses potes comédiens, il me semble que son frère a pris des leçons d'acting après coup, et qu'il en a fait sa carrière. Enfin voilà, il n'est jamais trop tard. Donc ce sont des personnes qui veulent devenir professionnels dans ce domaine-là. Ils ont commencé là. Et pour moi, François, c'est un très grand espoir. Et je dirais même son frère aussi, Raphaël Descraques, parce qu'il fait des choses assez géniales, hein. Il a même fait le film avec ses copains, là, les Suricates, les Dissociés. Moi, je pense que ces gens-là, c'est bien qu'ils fassent ce genre de contenu à l'échelle professionnelle. Alors oui, ils doivent sûrement avaler des couleuvres et tout ça, mais il n'empêche que peut-être que François va faire, Le Visiteur du Futur en film, au cinéma. Et si ça marche, peut-être que des producteurs se diront « c'est pas mal ça, il y a peut-être un vivier sur Internet. Peut-être qu'on peut créer du contenu différent parce que le public adhère. » Parce que si le public adhère, et d'ailleurs, si jamais Visiteur du Futur sort en film professionnel, il faut absolument que toute notre génération et la suivante adhèrent. Il faudra absolument qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent pour envoyer un signal fort aux producteurs. Il faut que les gens se disent, alors si c'est bien fait évidemment, il faut absolument que, mais bon, venant de François, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là, mais il y a eu des tentatives qui n'étaient pas forcément terribles, il me semble, alors je ne l'ai pas vu, mais Paranorman Activity, je crois, un truc comme ça, le film de Norman, c'était une tentative, ça n'a pas été une franche réussite, il me semble. Donc il peut y avoir des choses qui sont ratées, mais au moins ils essayent, les mecs, ils essayent, et puis moi je pense que il faut essuyer les plâtres, il faut tenter les trucs. Certes, peut-être que je suis un peu feignant, un peu lâche, et que je devrais peut-être essayer, entre guillemets, fort du succès de Noob, me faire violence et moi aussi mettre ma pierre à l'édifice en tentant de créer des petits contenus professionnels. J'ai pas le parcours de François, j'ai pas le savoir-faire de François, etc. Mais peut-être que voilà, des petits courts-métrages un peu plus professionnels pour montrer que voilà, il y a toute une génération qui pousse derrière, essayer de montrer qu'il y a des statistiques avec la communauté de Noob qui peut-être serait intéressée. Je sais pas. En tout cas, il faut essayer de pousser à l'échelle professionnelle, et c'est pas parce que jusqu'à maintenant je n'ai pas voulu me lancer là-dedans que j'ai le moindre mépris pour le monde professionnel. De temps en temps, ça peut frictionner un peu parce qu'évidemment, il y a eu pas mal de professionnels qui ont beaucoup craché sur nous. Ça, oh là là, on l'a eu. Ça, bon, pour ce que ça nous fait, c'est pas très grave. Mais notamment quand on a eu le crowdfunding, combien de personnes nous ont défoncé, c'est monté jusqu'à EuropaCorp
un gars qui bossait à EuropaCorp qui disait qu'ils avaient discuté du crowdfunding de Noob à EuropaCorp et au Festival de Cannes aussi de cette année-là. J'ai eu plein de retours de discussion, on s'était un peu fait défoncer parce que pour ces gens-là, évidemment, on n'a pas fait d'école, on est une bande de copains, on est des clowns. On est des clowns et on ne devrait pas avoir de budget là où eux... Enfin, c'est très difficile d'avoir du budget quand vous voulez devenir professionnel de l'audiovisuel. C'est la croix et la bannière. Je connais suffisamment de monde dans ce milieu-là, qui essayent d'avoir leurs films financés, qui ont je ne sais pas combien de scénarios prêts à être tournés depuis des années et qui n'arrivent pas à tourner leur truc, parce qu'ils n'ont pas les sous. Ils n'arrivent pas, même quand c'est tourné, à le sortir, parce qu'il y a toujours un truc qui coince. C'est compliqué. Donc je comprends que ces gens-là, ils soient énervés de voir que nous, on ait pu avoir ce budget-là. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, les gars, ça vous arrange bien aujourd'hui qu'on ait popularisé le crowdfunding en France. Et quand je dis on, c'est notre communauté. Parce que le nombre de cinéastes professionnalisants qui ont bénéficié du crowdfunding et même les studios professionnels qui ont fait des crowdfunding pour financer une partie de leur projet, il y en a un paquet. Et avant le crowdfunding de Noob, je suis désolé, mais il n'y avait pas grand monde qui faisait ça en France. C'était pas encore populaire. Donc quelque part, une fois encore, c'est pratique quand quelqu'un essuie les plâtres. À l'époque, je me souviens quand il y avait Nerds sur No Life, c'était bien que Davy se soit bougé et qu'il ait créé cette... alors, c'était pas une web-série, pour lui, c'était une short-com pour la télévision. Mais il n'empêche que ça a ensuite donné l'idée aux web-séries diffusées aussi sur Internet de créer tous ces contenus-là, Flanders Company, Noob, etc., grâce à cette impulsion-là. Et puis, évidemment, grâce à... Il ne faut pas oublier, Alex Pilot et Flanders... Alex Pilot et Sébastien Rocher, qui ont travaillé sur Bitoman et France 5, la boucle est bouclée, puisque Bitoman, c'est ce qui nous a donné envie de faire du film amateur. Ils ont fait une chaîne. Dans cette chaîne, ils ont mis des web-séries issues du monde du film amateur. Ces web-séries ont décollé grâce à ça. Donc je reviens sur Nerds qui a créé sa shortcom pour la télévision parce qu'eux, ils visaient plutôt vraiment le monde de la télé et qui ensuite a inspiré des web-séries qui ensuite sont encore là. Flanders est encore là, Noob est encore là. Il y a eu Visiteur du futur ensuite qui a été diffusé un bref moment sur No Life avant de passer chez Ankama. Et puis, même Davy, il travaillait chez Kazé, il a fait en sorte de réussir à convaincre les gens au-dessus de lui pour que Nerds soit édité en DVD. Ensuite, ça a été Ankama, mais au début, c'était Kazé. Dans cette veine-là, ensuite, Flanders a été édité chez Kazé, Noob a été édité chez Kazé. Donc le fait d'avoir son petit DVD avec sa web-série, ça apporte de la crédibilité. Et là, aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu d'abord indépendants ou à très petit budget, qui essayent justement de grimper, de gravir les échelons et de passer professionnel. C'est le cas par exemple de François Descraques, qui a fait une série professionnelle à la télévision. Davy aussi, hein, il a fait sur France 4 Reboot. Donc tout ça, ça permet peut-être de commencer à préparer un terreau favorable à un monde professionnel mieux, on va dire, qui va mieux comprendre ce qu'attendent, on va dire, les plus jeunes, une certaine génération. Certes, voilà, on fera jamais autant de vues que Plus belle la vie, parce que Plus belle la vie, par exemple, tous les jeunes, ils disent souvent Plus belle la vie, c'est naze, voilà, la télévision française, c'est Mimi Mati avec Joséphine Ange Gardien, c'est... je connais pas bien, en fait. Mais voilà, c'est Plus belle la vie et tout ça. Mais oui, mais il y a un public pour ça. Il y a un public. Le producteur, il n'est pas idiot. Il va produire le contenu où il sait qu'il va rentrer dans ses frais. Demain, il ne va pas se mettre à faire une série avec des extraterrestres de partout, dépenser une fortune parce que ça coûte cher, ça coûte très cher, et ensuite se retrouver avec un four et perdre de l'argent parce que les gens n'accrochent pas, parce que les Américains font mieux. Donc il faut fonctionner par petites étapes. Donc c'est vrai que moi, comme je suis plus, et là on revient un peu à ce que je disais au début, je suis plus un raconteur d'histoire. J'aime bien vivre à Toulon, dans le sud, hein, je ne suis pas parisien, donc j'ai pas la foi, j'ai pas la force et j'ai pas l'envie de me battre contre un système que je ne connais pas bien, que je ne maîtrise pas bien, pour essayer de faire du contenu professionnel, parce que aussi, je pense pas que je puisse vivre une meilleure vie que celle que je vis en tant que créateur de Noob. Je suis avec mes copains, je fais ce que je veux, quand je veux,
Grâce à la communauté, on a les moyens de progresser saison après saison. On a pu acheter des caméras professionnelles, on a pu diffuser nos vidéos au Grand Rex, on a des super costumes, on a pu faire le Tour de France, on a pu voyager aussi en Suisse, etc. pour avoir des super lieux de tournage. On a des super compositeurs qui bossent avec nous, des artisans du cuir, des couturiers, on a des maquilleuses, enfin une maquilleuse, pardon, donc avec des prothèses, des super trucs. En fait, on vit tout ce que les professionnels de l'audiovisuel vivent sans aucune contrainte. C'est génial. Pour obtenir un financement, mais c'est la croix et la bannière. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point c'est difficile d'obtenir un financement. Enfin, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, vous réalisez beaucoup plus. Mais à titre personnel, pendant très longtemps, je n'ai pas réalisé à quel point c'était difficile d'obtenir des financements pour faire son projet audiovisuel. C'est vraiment la croix et la bannière. Il faut faire des dossiers, il faut tenir un certain formalisme, il faut écrire son contenu, il faut être prêt à le réécrire autant de fois que nécessaire. Quand ensuite vous avez la chance d'être produit, il faut que le projet il rentre dans le budget. Il faut ensuite qu'il plaise aux producteurs, aux diffuseurs. Donc il faut encore peut-être réécrire. À la fin, selon comment ça se passe, vous pouvez aussi découvrir un projet qui a été monté avec des scènes coupées sans même que vous soyez au courant. Ou tout simplement un changement, on a changé de diffuseur. Celui-là de diffuseur, il ne veut pas de nudité par exemple. Donc du coup, tu m'enlèves toutes les scènes de nudité. Bon, imaginons, c'était une série sur des nudistes, c'est embêtant. Je dis des bêtises, mais voilà, vous imaginez le genre de truc. Souvent, c'est ce qu'on nous dit dans le monde professionnel, il y a une synergie. Quand tout le monde est bon, quand tout le monde sait ce qu'il a à faire, quand, je sais pas, vous avez votre acteur, il connaît son script, le mec il va faire la lumière, c'est exactement la lumière que vous l'avez demandé parce qu'il connaît son boulot. Quand vous avez alors le mec pour le son qui va vous prendre un son nickel, quand vous avez les cadreurs qui vont faire les plans qu'il faut, etc. C'est un plaisir. Tous les professionnels avec qui j'ai discuté me le disent, c'est génial, il y a une énergie folle. Tout le monde est, on va dire, au diapason pour que le projet soit vraiment tel qu'on espère qu'il soit. Ça doit être vraiment un plaisir. Quand on est indé, c'est très rare de le vivre. Mais voilà, faire en sorte que ça se passe bien du début à la fin du projet, être tenu par des contrats, c'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas vous blairer telle personne du staff, il va falloir la supporter cette personne jusqu'à la fin du projet, notamment quand c'est un personnage principal. Avoir le producteur qui vous dit non, ça tu le fais pas, ou alors avoir des contretemps, sachant que chaque journée est budgétisée, c'est un stress, c'est compliqué. Je suis pas prêt à le vivre pour l'instant. Je préfère en fait, à titre personnel, me dire ok, j'ai pas forcément une équipe professionnelle de techniciens, même si jamais tout le monde met la main à la pâte et qu'on fait de notre mieux. Ouais, je suis pas un réalisateur professionnel, je suis obligé de tout faire sur le plan technique. Je vais écrire, je vais tourner. Si jamais je suis acteur, je vais quand même entre les plans dire là tu me fais plutôt un plan comme ça, comme ça, comme ça. Donc je continue à réaliser, même si c'est à l'oral. Et puis pendant que je dois réciter mon texte, je ne vais pas être concentré parce que je vais me demander si jamais il a bien réglé, est-ce que la netteté est bonne, est-ce qu'il y a la bonne profondeur de champ, est-ce que, je sais pas moi, la luminosité, la balance des blancs, est-ce que tout ça va bien dans la caméra, est-ce que je suis bien placé, est-ce que c'est ce que je veux, et puis il faut que je récite mon texte. Voilà, c'est plein de contraintes. Et puis derrière, je vais faire le montage, et je vais faire l'étalonnage, et je vais faire la post-production, et je vais faire le mixage, et je vais faire l'encodage, ensuite je vais faire la promo. Voilà. Tout ça, je le fais seul, mais cette liberté contrebalance tout ça. Et c'est vraiment ce que je recherche, la liberté. Me rapprocher autant que possible avec nos moyens de ce que j'ai en tête. Alors, évidemment, au début de chaque tournage, j'ai Avenger en tête. J'ai des moyens infinis en tête. Et puis à la fin du tournage, j'ai une création totalement amateur et tout ça. Mais, et ça c'est très important de le préciser, parfois, quand tout le monde est bénévole sur votre projet, à commencer par vous, peut-être que le projet que vous faites a plus de valeur qu'un court-métrage, par exemple, qui aurait coûté 100 000 balles. Je m'explique. Si jamais vous commencez à rentrer dans une logique professionnelle, vous vous dites, je vais faire un contenu professionnel avec 100 000 euros. Et de l'autre côté, vous avez les noobs qui disent, nous, on va faire, la même chose, bénévolement. En théorie, il y a de fortes chances pour que le projet amateur en jette plus, on va dire, en termes de débauche de moyens. C'est bizarre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que
Je vais peut-être avoir, sur la production amateur, plus d'acteurs, plus de costumes, plus d'unités de lieu, parce que c'est plus facile de déplacer la prod. Je peux aller dans un château, puis après je peux aller dans un endroit un peu enneigé, puis après je peux aller... C'est plus facile. Là où le monde professionnel, il faut payer tout le monde. Donc vous devez vraiment faire attention à chaque euro, parce que quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Les gens, ils ne vont pas bosser bénévolement. C'est un projet pro. Donc il faut essayer de trouver une unité de lieu, pas trop déplacer les trucs, parce que c'est du matos. Forcément, vous avez l'équipe technique derrière, donc c'est difficile de vous déplacer dans 5 ou 6 unités de lieu différentes. Donc il vaut mieux privilégier quelque chose, un grand hangar qu'on aménage, etc. Là où nous, on va pouvoir aller à l'extérieur, on va pouvoir faire un tournage avec les fans. Ouais, on a 500 personnes qui viennent cosplayer avec des costumes de GN. Et puis, je mets autant d'effets spéciaux que je veux. Puisque de toute façon, je le fais bénévolement. Donc je peux faire des boules de feu, et puis je peux faire une météorite qui arrive et qui détruit le monde, et puis je peux faire ce que je veux. C'est gratuit. Parce que je suis indépendant et que finalement, je fais mal à personne, puisque c'est moi-même qui prend sur mon temps et qui le fait gratuitement. Je ne fais travailler personne gratuitement, c'est moi qui bosse gratuitement. Mes acteurs, ils viennent une après-midi, ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de bloquer une après-midi pour venir tourner, ils bloquent une après-midi pour venir tourner. Il n'y a pas entre guillemets, d'esclavage. Là où voilà, le professionnel, il va devoir calculer chaque dépense, il va devoir optimiser à fond, donc du coup, dans le scénario, il va devoir être malin. Là où nous, voilà, on peut faire quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus exubérant. Mais évidemment, le contenu professionnel va avoir une finition qui sera beaucoup plus travaillée que le projet indépendant. Le projet indépendant, bah oui, il va peut-être avoir une image, une lumière qui n'est pas travaillée comme le projet professionnel. Il va avoir des acteurs qui ne sont pas aussi bons comédiens que le projet professionnel. Il va avoir une réalisation peut-être qui va être moins aboutie que le projet pro parce que j'ai pas mes 800 caméras, j'ai pas le Steadicam qui va bien, le drone, et puis tous les techniciens, voilà, comme je disais, qui sont au diapason et compagnie. Mais je pense que ça se vaut quand même sur des petits budgets, je parle. Hein. Après, dès qu'on parle de gros budgets, on ne tient plus la distance, hein, c'est fini. Mais sur des petits budgets, je pense qu'entre indépendant et monde professionnel, il y a match. Vraiment. Il y a des projets que j'ai vus avec 30 000, 40 000 euros de budget qui ne sont pas forcément beaucoup mieux que le film noob, hein, l'un des films noob. C'est en termes de plaisir pour regarder. Après, un vrai professionnel, il dira « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois pas là le piqué de l'image, le grain, l'étalonnage, c'est beaucoup mieux, c'est mieux dit. Oui, mais moi je parle d'un point de vue spectateur. Je pense pas que le spectateur s'amuse beaucoup plus sur un court-métrage à 35 000 euros qui est magnifique, mais qui va être avec plein de contraintes, ou un film qui a quasiment rien coûté, qui va durer 1h30, parce qu'après tout on fait la durée qu'on veut, on n'est pas limité par ça, et qui va avoir des gros thèmes, et puis plein de beaux décors, et puis des boules de feu, et puis des mecs en armure, et puis 500 personnes qui chargent parce qu'on avait envie d'avoir une armée, donc on fait venir la communauté, etc. Je pense pas et d'ailleurs les chiffres le prouvent, je pense pas que parce qu'on a de l'argent, ça va être mieux qu'un projet indépendant, qui en a peu ou moins, ou pas du tout. Par contre, voilà, dès qu'on passe sur des budgets à 1 million, 2 millions, etc., là, évidemment, on ne tient plus la distance, c'est normal. Il y a aussi un autre point qui fait que je n'ai pas très envie de passer professionnel dans le monde de l'audiovisuel, c'est que si demain, je signe un contrat pro, pas forcément sur Noob, peu importe, imaginons les décartomanciens, j'arrive à avoir un contrat pour faire une série, je sais pas, sur Netflix, ou sur France Télévisions, ou peu importe. Dans 99% des cas, je ne pourrais pas avoir mes copains en tant qu'acteur. Et dans 99% des cas, je ne pourrais pas être le réalisateur principal du projet. Je n'ai pas déjà ma carte de réalisateur, je n'en ai pas les compétences, parce qu'un réalisateur, il doit être capable, je sais pas, je suppose qu'il y a des termes techniques, il y a des choses que j'ignore, etc. Et ben voilà, je sais cadrer, je sais raconter une histoire, je sais faire plein de choses, mais je ne suis peut-être pas réalisateur à l'échelle professionnelle pour l'instant. Comme je disais tout à l'heure, on peut apprendre à tout âge, et si jamais demain je m'y mets, je saurai évidemment ce qu'il y a à savoir pour devenir réalisateur professionnel. Mais si demain on passait sur un projet pro, je ne serais pas pris en tant que réalisateur professionnel principal. Je ne sais pas quel poste j'occuperai, peut-être assistant réalisateur ou peut-être juste scénariste, je ne sais pas. Et mes copains ne seront pas là. C'est normal. C'est normal, 99% de mes copains ne sont pas professionnels, ne sont pas des comédiens professionnels. Ils n'ont jamais pris de cours,
ils n'ont jamais fait de casting pour essayer de... Je dis 99% parce que voilà, vous avez Rafale par exemple qui a fait le conservatoire et qui peut tout à fait s'adapter à plein de types de jeux si on lui demande. Là, je lui demande de faire du clown, un truc exubérant, donc forcément, il joue comme nous. Donc, mais il a un répertoire qui est beaucoup plus large que la plupart des acteurs de Noob. Mais la plupart des acteurs de Noob, c'est des copains, donc ils jouent de manière très naturelle, spontanée, etc. Et ils ne pourraient pas forcément jouer d'une manière qui soit regardable par un public qui n'est pas prêt à voir quelque chose d'aussi insolite que du Noob. Donc, du coup, j'aurais pas mes copains, j'aurais pas la main sur mon projet, j'apprendrai après, hein, attention. Ou je peux tout à fait aussi me lancer dans un projet qui n'est pas du tout de moi et m'insérer dans une logique de production professionnelle et puis apprendre, faire premier, deuxième, troisième assistant réalisateur, voir comment ça se passe et puis ensuite monter les échelons et puis un jour avoir mon propre projet, etc. C'est possible. Mais voilà, j'aurai pas mes potes, ou très peu. Ils seront pas là. Je la vivrai seul cette aventure, ou peut-être que si un ou deux de mes potes a envie de se lancer à l'échelle professionnelle et que lui-même est sélectionné, eh ben je pourrais l'avoir sur un projet, je serais content, mais c'est pas moi qui décide. Il passerait le casting. Il me semble avoir lu une interview ou vu une vidéo où je crois que François disait que, je sais plus sur quel projet professionnel, ses copains devaient passer le casting pour pouvoir être sélectionné dans le projet professionnel, pour passer un casting. Il n'y a pas de passe-droit, en fait. Voilà, donc c'est à vérifier, je ne sais plus sur quel projet c'est, mais voilà, il n'y a pas de passe-droit. Donc, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à me lancer dans un projet audiovisuel sans mes potes? Non. Parce que je pense qu'on est encore suffisamment jeune pour avoir encore de belles années de film amateur devant nous. Est-ce que je ferme définitivement la porte à éventuellement un passage professionnel? Non, parce qu'un jour mes potes vont se lasser, et peut-être que moi je serai frustré de plus avoir de possibilité de faire de la vidéo, et peut-être que tenter quelque chose de professionnel sera ma seule chance. Et il faudra être humble, et il faudra partir du départ, quoi, hein, de zéro. La seule chose que Noob peut m'apporter, c'est peut-être effectivement avoir un bon dossier pour convaincre des producteurs, pas forcément pour faire mes projets à moi, hein, pour m'insérer dans d'autres projets. Voilà, mais ça serait une nouvelle vie, ça serait une nouvelle aventure. C'est quelque chose que je devrais faire. Et puis il faudrait m'absenter de chez moi longtemps. Est-ce que j'ai envie de voir moins ma famille parce que je vais tourner 2 mois à tel endroit, etc. Je suis très famille, donc je ne sais pas non plus si j'aurais très envie de faire ça. Après, il y a une autre solution. Quand j'aurai fini Noob, je peux tout à fait tenter de voir si un producteur est intéressé pour un reboot professionnel. Auquel cas, oui, là, je serai plus consultant, je serai plus éventuellement scénariste. Ça peut être un dessin animé, ça peut être une série live, ça peut être un film, je sais pas, ça peut être plein de choses. Peut-être Néogicia. Néogicia, c'est le truc, le spin-off, là, tac, 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 avec Sally Azigar, il y a les romans qui sont sortis et tout ça. Pourquoi pas? En fait, si jamais je passe professionnel, je pense que soit je devrais faire une nouvelle carrière, tout simplement, et puis monter les échelons plus ou moins vite, parce que bon, il ne faut pas oublier que j'ai quand même 20 ans d'expérience et que ça compte. Mais il faudra que je monte les échelons, il faudra que j'en ai l'envie et le temps. Et l'autre solution, c'est accepter de laisser sa licence avoir un nouveau départ, une nouvelle vie, et vivre toute seule son existence, se dire « Hey les gars, tous ceux qui ont suivi Noob pendant toutes ces années, alors je ne suis pas en train de vous dire que Noob c'est fini, hein. Là Noob, je pense qu'il y en a encore pour 5, 6, 7 ans, en tout cas moi c'est l'envie que j'ai, mais d'un moment, voilà, on va peut-être plus forcément avoir l'âge pour faire de la web-série, pas sur Noob en tout cas, peut-être sur des projets plus... un peu différents, quoi, qui correspondent mieux à des gars qui, peut-être dans 15 ans, quand on aura 50 ans, ça nous correspondrait mieux, ou peut-être une nouvelle génération, j'en sais rien, mais voilà, on va pas faire Noob à 60 ans en armure, ça peut être bizarre. Donc voilà, accepter de laisser ma licence, avoir une deuxième vie pour une autre génération, avec le plus gros droit de veto possible pour essayer de protéger ma licence, mais ça c'est quelque chose, je ferme pas la porte à ce genre de choses. Mais tant que je peux rester indépendant, tant que je peux avoir cette liberté, oui, je le ferai. En fait, le troisième axe, qui était l'axe purement juridique, je l'ai déjà un petit peu évoqué aussi avec les règles, hein, le fait de devoir discuter avec le diffuseur, avec le producteur, le fait que voilà, c'est pas forcément moi qui décide. Il n'y a pas que ça, il y a aussi... moi j'aime bien quand un contenu
il est gratuit déjà, et il est très rapidement soumis à sa communauté. J'aime bien ça. J'aime bien quand j'ai fini un projet, quand il est sur mon ordinateur, j'aime pas me dire il est sur mon ordi, il fait rien, j'ai envie que les gens le voient, quoi. J'ai envie de partager. Ça c'est important, le partage. Là on revient à mon premier point, c'est que ce que je fais me permet de partager cette passion, cette aventure, faire des vidéos si j'ai envie de révéler des secrets, etc. Je m'en fous, c'est moi qui décide. Je suis pas là à signer des contrats de confidentialité et compagnie parce que je peux pas parler de ça, de ceci. Et puis là, attention, faut être policé parce que même si jamais vous arrivez des trucs abominables en off, faut jamais en parler parce que vous êtes soumis au contrat, etc. Je veux pas de tout ça. Et l'autre truc, c'est que voilà, comme je disais, je veux que les gens l'aient de suite le contenu. Donc avoir toute la chaîne de diffusion du projet, c'est-à-dire j'ai fini le projet, donc le projet, il faut qu'il sorte ensuite au bout de tant de temps en VOD, puis après au bout de tant de temps en DVD, et puis machin, mais il sortira jamais gratuitement sur Internet. Donc du coup, si jamais les gens n'achètent pas le DVD, si les gens louent pas le film en VOD ou la série, ben, vous avez personne qui la regarde. Et donc après, ça finit dans un tiroir. Et là, vous avez un cul-de-sac juridique qui fait que ouais, vous avez fait le projet, il est fini, mais bon, il n'a pas eu le succès escompté, il est quasiment introuvable aujourd'hui, voilà. Et puis ça me ferait mal. C'est vraiment quelque chose, je déteste travailler pour rien. Ça, c'est un truc que je déteste. Et donc, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ben, le fait de ne pas dépenser une énergie folle pour discuter avec un producteur, ne pas dépenser une énergie folle pour essayer de tenir des acteurs professionnels, les caresser dans le sens du poil parce qu'il faut les garder jusqu'à la fin, etc., avaler des couleuvres, etc. Le fait de ne pas avoir à jongler avec toutes les règles du monde professionnel, c'est aussi ça qui m'a permis de faire le monde transmédia de Noob. Parce que cette énergie que je ne dépense pas, cette frustration à laquelle j'échappe en faisant un contenu vraiment financé par ma communauté, tu vois, grâce à ma communauté, mais ça me permet de faire des romans à côté, des BD à côté, des mangas. Je suis libre et j'ai même pas un éditeur à convaincre. Donc c'est vrai que peut-être que voilà, le fait comment dire, de ne pas être obligé de subir de la frustration, de négocier, etc., ça me permet d'utiliser peut-être 2 fois plus d'énergie dans la création. Et c'est ça que je recherche. La frustration, je déteste ça. Je déteste devoir me dire oh là là, j'aimerais tellement faire ça. Je peux pas, mais j'aimerais tellement pouvoir créer ce contenu. Moi, j'aime bien me dire oh, là, j'ai envie de faire ça. J'y pense nuit et jour. Allez, les gars, venez, on va tourner, on va faire un truc. J'ai des idées d'effets spéciaux. Bon, ok, c'est pas exactement comme j'espérais, mais ça y ressemble et tout. Mais au moins, j'ai pu faire vibrer et mon équipe et les spectateurs parce que j'ai véhiculé mon idée. C'est pas parfait. Mais c'est le maximum de ce que je suis capable de faire aujourd'hui avec mes moyens. Et voilà. Et puis on évolue ensemble aussi. J'aime bien, comme je disais, c'est les échanges. Ouais, c'est pas parfait, mais on en a fait du chemin quand même depuis le début de Noob. On est passé à la HD. On a eu nos premiers costumes à nous, créés sur mesure. On a eu les effets spéciaux qui se sont améliorés. On a eu, enfin voilà, il y a eu on a fait des grands Rex. On a fait le tour du monde avec des salons. Si j'ai eu envie de faire du light novel, par exemple, je suis rentré du Japon. J'aimais bien le petit format light novel. Et ben je m'y suis mis. Et puis voilà. Et puis je suis pas là à discuter pendant des heures et des heures. C'est le public qui décide. Le créateur, il propose, le public, il valide ou pas. Et si jamais j'avais fait mes light novels et qu'il y avait eu 10 ventes parce que ça plaisait pas aux gens, et ben j'aurais pas continué. Mais au moins, ça aurait été clair. C'est le public qui décide. Et moi, j'aime bien ça. Mais ça, c'est très atypique. On peut pas l'appliquer à tout le monde. Il faut vraiment... Enfin, à l'époque, quand j'ai commencé le film amateur, vous aviez Rudy, Alex Pilote, Pilot, vous aviez moi, on avait quelque chose en commun, on était, entre guillemets, réalisateur, cadreur, étalonneur, post-producteur, monteur, j'ai oublié, ingénieur du son. En fait, on disposait de toutes les compétences en une seule personne pour aller au bout d'un projet. Ça ne veut pas dire qu'on est bon. Fatalement, si on fait toutes ces étapes-là, c'est que, entre guillemets, on est moyen partout. Mais au moins, on peut aller au bout du projet. On n'est pas là à négocier, dire allez, tu peux pas faire les effets spéciaux. Ah, mais non, mais j'ai pas le temps ce mois-ci. Bon, bah, j'attends. Et puis tout le monde se démotive, etc. Là, ça ne dépend que de toi. Tu les as, tes compétences, tu les as apprises. Et donc, du coup, une fois que tu les as, ces compétences, tu fais ce que tu veux. Tu crées au rythme que tu veux. Si j'ai envie de faire 30 saisons de Noob, je ferai 30 saisons de Noob. Je suis aussi mon propre producteur. Donc si jamais tous mes acteurs disent ben voilà, c'est fini, je veux plus tourner, je peux tout à fait avoir une nouvelle génération de joueurs que je mettrai dans Noob. Et je pourrais continuer. C'est ça qui est bien en fait. Après, ça serait plus... il faudrait que ce soit mes copains les nouveaux, hein, parce que si jamais tous mes potes s'en vont... alors attention, il y a aussi un truc, c'est que les acteurs qui s'en vont de Noob,
Ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Il y a plein de personnes qui jouent moins dans Noob ou qui jouent plus du tout, qu'on voit comme avant, et qui sont des potes. C'est juste, il faut respecter aussi l'envie. Parce que pour que ce soit positif, il faut que tout le monde en ait envie. Il faut que personne soit forcé de le faire. Mais quand des fois vous voyez plus certaines personnes, etc., c'est juste parce qu'ils ont peut-être moins le temps, ou etc., mais ça reste des copains. Il y a très peu de personnes avec qui on s'est engueulé, et les rares avec qui on s'est engueulé, c'est vraiment des cassos qui se sont engueulés de toute façon avec la terre entière. Donc ça aussi, le fait de se dire, on a vraiment dans l'équipe une bonne ambiance. Et là où c'est sincère, c'est que comment vous voulez qu'on tienne 20 ans si jamais, en fait, on ne pouvait pas se blairer. Les mecs ne sont pas payés. Ça voudrait dire qu'on ne se blaire pas, mais que les gens ils viennent quand même jouer la comédie parce qu'ils se disent ça me permet d'avoir une certaine notoriété, donc machin, on avale des couleuvres depuis 20 ans. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, cette bonne ambiance, moi je l'aime bien. Et si tous mes potes disaient moi j'arrête de tourner, mais moi j'avais envie de continuer, je pourrais tout à fait. Après, je suis sûr que tous mes potes, même si je leur demandais, tu peux venir faire un petit tournage là parce que la nouvelle génération d'acteurs, ça serait rigolo qu'ils rencontrent, je sais pas moi, Omega Z, etc. Évidemment, je suis sûr que il viendrait le temps d'un après-midi et tout ça au nom du bon vieux temps. Donc je suis quasiment sûr qu'aussi longtemps que je ferai du noob, j'aurai toujours au moins quelques-uns de mes potes qui continueront. Même si jamais je devais renouveler l'équipe. Après, est-ce que j'en aurais envie indéfiniment? Est-ce que j'aurais peut-être pas envie de faire d'autres projets? Déjà, il y a Warzone qu'il va falloir que je fasse après le film Noob. Mais Noob, je continuerai toujours. Peut-être en saga audio. Quand on sera trop vieux, trop moche, nos voix, elles auront pas bougé. Donc on fera peut-être de la saga audio exclusivement, et puis le transmédia. Mais voilà, j'aime bien ça, me dire, j'ai mon avenir entre les mains. Il n'y a pas de risque que le projet finisse dans un tiroir, et qu'il y ait un problème juridique qui fasse qu'on ne peut plus continuer. Ça m'embêterait vraiment. Donc voilà, c'est pour toutes ces choses que pour l'instant, je ne veux pas passer professionnel, parce que ce qu'on vit en indépendant, c'est précieux. La chance qu'on a de faire des grands rex, d'aller en Nouvelle-Calédonie, d'aller au Québec, d'aller dans toutes les villes de France, d'avoir à chaque salon des gens qui font la queue et qui ont des mots gentils pour nous, sur Internet, d'avoir une communauté bienveillante. Des fois, je clique sur des gens que je ne connais pas, mais vous savez, avec le jeu Twitter, vous avez des fois, je sais pas, si un pote à vous suit quelqu'un, vous avez une suggestion en fait. Des fois, je clique sur des influenceurs que je connais pas du tout. Alors ça peut être des streamers, etc. Et je lis un peu les commentaires. Et en fait, je me rends compte que c'est parfois un peu rude en fait les réponses, et que vraiment avec Noob, certes, on n'a pas des millions d'abonnés, certes, on monte, continue à monter, et ça c'est fort, au bout de 11 ans, 12 ans bientôt. Mais on ne monte pas très vite. Voilà, on a une courbe qui monte, c'est stable, et puis on a une communauté qui monte. Mais cette communauté, elle est ultra soudée, ultra active. Elle nous a fait monter jusqu'aux étoiles, avec des records d'Europe de crowdfunding, 2 records d'Europe de crowdfunding, je ne sais pas si vous imaginez. Et elle est bienveillante dans les commentaires. C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas aimé quelque chose, souvent, vous argumentez. Et j'ai remarqué aussi souvent que les gens qui sont un peu violents avec nous, c'est des gens qui ne nous suivent pas en fait, ou des gens, par exemple, je prenais l'exemple de Corinne Nemec, d'Abraham Benrubi, ou quand il y a eu l'acteur de Buffy, Nicolas Brandon, ce genre de choses. Il y a eu plus de messages, entre guillemets, méchants que d'habitude. Mais en regardant un petit peu les profils de ces personnes, je me suis rendu compte que c'était des observateurs, des gens qui suivaient pas Noob, qui n'étaient pas du tout dans le délire, mais qui se sont dit, attends, ces abrutis là, ils ont eu l'acteur de Buffy, machin et tout, je vais aller voir. Et puis, évidemment, ils n'ont pas aimé parce que ça reste du Noob. Et donc, du coup, ils mettent un petit message un peu assassin dessus. Et donc, nous, on était là à se dire, c'est bizarre, on a plus de messages, c'est un peu hostile sur ces épisodes-là spécifiquement, comment ça se fait? Mais en fait, oui, voilà. Souvent, c'est des gens qui venaient et des observateurs qui ne sont pas du tout de notre communauté, et qui finalement, là, on s'est pris l'Internet actuel, c'est-à-dire l'Internet cash. Si j'ai aimé, je commente une fois de temps en temps ou pas du tout. Et si j'ai pas aimé, c'est une insulte. Si je t'aime pas, tu dois être insulté, tu dois être détruit, tu dois ce genre de choses. Voilà, ça c'est l'Internet un peu cash. Mais ça, on l'a pas trop, nous. Et certes, voilà, on n'a pas une popularité fulgurante comme certains youtubeurs qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions d'abonnés, et puis des trucs de fou. Mais j'aime bien en fait la vie qu'on a en tant qu'indépendant. On a suffisamment d'abonnés pour pouvoir créer tout un écosystème transmédia.
La communauté, alors là par contre, je pense qu'elle est au-delà de beaucoup d'autres communautés en termes de, comment dire, de soutien, en termes, on va dire, de suivi, en termes de soutien moral, en termes de crowdfunding, donc de soutien entre guillemets financier, même si jamais c'est vraiment c'est de la prévente, mais il n'empêche que voilà, il y a de l'argent qui rentre en compte, qui nous permettent de passer des caps d'un point de vue créatif. Moi du coup je suis à fond, me dire que je vais avoir un jeu vidéo, me dire que j'ai pu faire une trilogie, on a pu avoir le Grand Rex, qu'il y avait suffisamment de gens pour acheter leur place pour le Grand Rex, pour louer le Grand Rex. Enfin, c'est fou, enfin, c'est une chance. Même certaines personnes qui vont avoir un producteur sont pas sûres d'avoir le Grand Rex. Donc finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui me pousserait à partir vers le monde professionnel? Comme je le disais, peut-être le fait que des gens comme François Descraques, son frère et plein d'autres soient en train, entre guillemets, de transformer en profondeur ce milieu audiovisuel français, de la fiction je parle, hein, et peut-être, avec le temps, créer un terreau favorable. Je ne dis pas qu'il faut balayer ce qui existe déjà et qui forcément ne nous plaît pas forcément, je dis juste qu'il faut peut-être créer un nouvel axe pour une génération qui aimerait voir des choses différentes. On n'est pas obligé de faire concurrence au Arrowverse, on n'est pas obligé de faire concurrence à Disney+, mais on peut créer des choses différentes à la française, avec des bonnes idées, et puis voilà, une communauté, un écosystème transmédia. Moi j'aime bien le transmédia, je pense que c'est pas si cher de faire du transmédia, ça demande... C'est nouveau. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop le transmédia en France. Je parle des investisseurs parce qu'ils y comprennent rien en fait. Mais pour moi, le transmédia, c'est vraiment quelque chose qui peut souder une communauté. La communauté, elle n'est pas obligée de regarder que les vidéos. Peut-être qu'il y en a certains qui vont aimer que la BD, et puis par le biais de la BD, vont venir à la vidéo, ou le roman, ou le jeu vidéo, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que le transmédia, c'est quelque chose qui pourrait permettre aux Français de tirer leur épingle du jeu, avec des licences qui le rendraient, on va dire, un peu plus attachantes que uniquement un contenu vidéo, avec évidemment cet a priori en se disant « Ah mais attends, c'est de la science-fiction, de la fantaisie française, oh ça doit être un peu naze, je sais pas, ouais, je vais pas perdre de temps avec ça, je vais plutôt regarder mon truc Netflix, là, je suis sûr que ça sera bien fait, c'est américain, machin, etc. » Mais si jamais il y a cet a priori-là, peut-être que si jamais, voilà, il y a le transmédia qui vient en renfort, et que la personne se dit « Ah, mais il y a aussi un manga et tout. Oh, allez, le manga, je vais quand même essayer de voir le lire. » Et puis, ah, finalement, c'est sympa, l'idée, j'aime bien. Bon, allez, je vais regarder la vidéo. Ça peut être un moyen aussi. Et puis, le fait que ce soit fait par des gens qui ont des comptes Twitter, des comptes Instagram, etc. Vous avez souvent les acteurs français, ceux qu'on voit au César, machin, etc. Souvent, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas trop les réseaux sociaux. Ils sont un peu dans leur tour d'ivoire et il n'y a pas de contact avec leur public. Ils sont souvent là, alors un petit peu, hein, je dis pas que la preuve, hein, Jean Dujardin, là, quand il disait que ça puait dans ce pays et qu'il se barrait, ouais, il a des réseaux sociaux, si c'est pour dire ça, mais bon. Et, mais je trouve que c'est souvent condescendant, il n'y a pas vraiment cette volonté de partager un peu un quotidien, de se dire, ben voilà, moi aujourd'hui en tant qu'acteur je fais ça, etc. Il y a toute une génération, évidemment, après on ne peut pas leur jeter la pierre, hein, c'est arrivé bien plus tard, il faut le temps de s'y mettre et tout ça, mais cette génération, la nôtre finalement, qui pourrait arriver sur des projets audiovisuels professionnels assez intéressants avec du budget, avec des réseaux sociaux, et donc pour pouvoir montrer, regarde, un peu comme Peter Jackson, regardez sur les tournages, ça se passe comme ça, on fait ça, c'est intéressant, parce que, je sais pas moi, aujourd'hui, il pleut, du coup on n'a pas pu tourner, du coup on a tout mis en stand-by, mais financièrement c'est compliqué, donc on va essayer de se rattraper en doublant le tournage enfin je sais pas, des trucs où on comprend un petit peu, et on voit comment le projet est fait, avec des teasings, parce qu'il y a aussi la com a changé en fait, hein. Moi je vois pas beaucoup de films français avec des teasings de ouf, avec cette com voilà, astucieuse qu'on peut avoir sur les trucs américains. Donc moi je pense voilà, qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec une nouvelle génération. Je pense que le cinéma français a tout le potentiel pour pouvoir puiser dans la génération qui se fait des armes sur Internet, même si je regrette un petit peu la disparition de, on va dire, 80% des web-séries. À une époque, il y avait des web-séries partout. Et puis après, ben voilà, les algorithmes ont fait que il vaut mieux faire une vidéo popcorn, un peu comme celle que je fais, qui me prend 5 minutes à monter, hein, finalement. Je coupe juste les endroits où j'ai bégayé, éventuellement les trucs où je me répète et compagnie.
Et puis je sors la vidéo, ça prend 5 minutes, mais vous verrez peut-être que si jamais je publie une vidéo comme ça toutes les semaines, j'aurai peut-être plus d'abonnés que sur ma chaîne Noob. C'est possible parce que les algorithmes font qu'on a besoin de rythme, on a besoin voilà, de contenu, etc. Mais c'est pas grave, une fois que vous avez compris que la fiction, surtout quand elle est indépendante, elle n'est pas faite pour avoir 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. C'est pas grave de ne pas avoir. Noob, on a la chance d'être la web-série avec le plus d'abonnés en France. Mais, enfin, globalement, hein, sur tous nos réseaux. Et pourtant, on est bien en dessous des youtubeurs, de la plupart des youtubeurs. Et pourtant, regardez tout ce qu'on a construit. On a des locaux, on a réussi à faire un univers transmédia, on a pris des risques. Parce que le transmédia à l'époque, personne n'y connaissait grand-chose. Il n'y avait aucun. Enfin, il n'y avait pas grand monde, déjà, il n'y avait même pas les youtubeurs, de toute façon. Mais c'est après qu'ils y sont venus au transmédia. Donc on a quand même essuyé les plâtres, au même titre que Alex Pilote, il a créé une chaîne de télé, il a essuyé les plâtres. Comme je disais, que Davy Mourier, il a fait une shortcom et qu'ensuite ça a donné lieu aux web-séries et que Rudy a fait la première vraie, entre guillemets, web-série que je connaisse. Et puis ensuite, vous avez eu, voilà, chez Kazé, les premières web-séries en DVD. Et puis il y a eu les salons ensuite qui nous ont fait confiance. Et puis il y a eu les gens qui commençaient à se fédérer autour des web-séries. Et il y a toujours eu des gens pour essuyer les plâtres, etc. Et ben voilà, nous, on a essuyé les plâtres sur le crowdfunding et le transmédia, principalement. Je ne dis pas qu'on est les premiers, on fait partie, voilà, de ce... mais à côté de ça, oui, on n'a pas des millions d'abonnés. Oui, quand on sort une vidéo, elle ne fait pas 1 million de vues comme, dans l'heure qui suit, comme un jour du grenier. C'est normal. C'est normal, c'est pas fait pour, c'est pas... Et puis c'est pas logique. On est dans une période où il y a Netflix, où il y a HBO Max, où il y a Disney+, où au cinéma il y a des films de folie, etc. Ça serait pas normal qu'on fasse des millions de vues, c'est pas fait pour, c'est déjà beau qu'on existe. Mais c'est bien de commencer à faire du contenu sur Internet parce que déjà c'est une des meilleures écoles qui soit. Il y a une vidéo de Hard Disk qui est très intéressante là-dessus où il parle un petit peu des premières web-séries. Alors j'aurais rajouté la Flanders Company dans sa vidéo, mais il explique bien en fait que finalement avec peu de moyens il y avait des idées, etc. et qu'on apprend à faire des choses peut-être qu'on n'apprend pas dans une école de cinéma avec Internet, et puis il y a le retour du public et tout ça, et puis comme je vous disais il y a les réseaux sociaux qui fait qu'il y a une connexion avec le public, et que si demain les gens de notre génération finissent en tant que créateurs professionnels, peut-être qu'ils finiront au César, on sera peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas cette impression que la haute bourgeoisie va recevoir son prix, tout le monde coupe ses réseaux sociaux parce qu'on n'a rien à faire de ce que pense la plèbe, etc. C'est un peu des fois l'idée que certains professionnels de l'audiovisuel français, je parle de la très haute sphère, peut donner. C'est dommage, mais c'est normal, c'est générationnel ça. Et moi je pense que voilà, il va y avoir comment dire, un roulement. Oui, ça se frictionne un peu. Il y avait l'histoire Polanski là où Polanski il a eu un prix, etc. Oui, en ce moment on est vraiment dans deux générations qui se télescopent et ça s'envoie un peu des coups bas à droite à gauche. Ils ont voulu mettre Polanski, alors Polanski, moi j'aurais plutôt été partisan qu'on l'oublie. Ok, présomption d'innocence, etc. On fait ce qu'on veut, mais on l'oublie. C'est pas lui qu'il faut récompenser. Il faut récompenser plutôt quelqu'un, voilà, qui a pas de casserole, envoyer un message, voilà, on veut plus de ça, etc. Mais voilà, ça se frictionne un peu. Il y a plusieurs générations, ça se frictionne, et ça, ce que je vous dis, c'est valable à tous les niveaux. C'est valable à tous les niveaux. Vous avez des producteurs qui vont dire ah non, non, moi je veux que la comédie, en France c'est que la comédie qui marche, jamais vous me ferez signer de la fiction, etc. Le spectateur aussi qui va dire moi je veux de la science-fiction, moi je veux de la fantasy, etc. Et puis d'autres qui vont dire mais non c'est nul, les Français ils savent pas faire, etc. Donc on est à un moment un petit peu charnière. Et je pense que dans l'avenir, si jamais tous ces créatifs, alors j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres, il y a la série Ulysse aussi qui fait des super choses, il y a plein de contenus en fait qui peut-être dans le futur vont contribuer à faire que le monde professionnel audiovisuel français va se renouveler, va se reconnecter avec son public. Autrement, il est connecté déjà, hein, mais autrement qu'avec de la comédie, autrement qu'avec des drames familiaux, autrement qu'avec ce genre de choses. Il va Astier, c'est un très bon exemple. Lui, il commence à mettre un peu tout le monde d'accord. C'est un vrai moteur, Astier. Il prouve que c'est possible, qu'on peut faire des choses un peu différentes
C'est astucieux en fait. Il fait quelque chose, c'est un peu de la fantaisie, il y a des épées avec des pouvoirs et tout, évidemment c'est Arthur. Il prend quelque chose que tout le monde connaît, la légende du roi Arthur, tout le monde la connaît, et puis à travers la légende du roi Arthur, il va parler de, on va dire, de notre société actuelle par le prisme de personnes à une époque qui n'est pas du tout la nôtre. Et c'est rigolo quand Arthur il parle de «Oh, ça serait bien d'abolir la peine de mort et tout», que les autres le regardent en disant «Mais qu'est-ce qu'il dit et tout». C'est drôle, c'est drôle. Voilà, donc il a trouvé des pistes pour faire quelque chose à la française, qui parle un peu à tout le monde, qui réconcilie tout le monde, et qui fait qu'aujourd'hui ça marche. Et puis il a gardé le cap, comme je disais dans une autre vidéo, ouais, au début c'était court et comique, après c'est devenu plus long et plus sombre, il a gardé le cap, mais les gens sont toujours hypés, et pour les films ils sont toujours à fond les gens, et voilà. Donc moi j'ai bon espoir, voilà, que le monde professionnel audiovisuel évolue dans le bon sens grâce à des créatifs issus d'écoles, etc., mais issus d'une nouvelle génération qui va peut-être faire des contenus qui vont être mieux compris par la génération qui justement aspire à autre chose que du mimimati avec... c'est très bien, mais voilà, Joséphine Ange Gardien, je peux comprendre, quelqu'un qui a 20 ans n'a pas forcément envie de regarder Joséphine Ange Gardien, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est très bien, les scores de Joséphine Ange Gardien, franchement je pense que beaucoup de gens rêveraient de les avoir, il faut respecter ce genre de contenu, il y a des gens qui aiment, et c'est pas parce que certains n'aiment pas qu'il faut de suite cracher dessus, il y a des gens, je sais pas moi, Kev Adams, il y en a plein qui disent «Ah c'est nul, machin, il est pourri cet acteur, etc.», il y en a qui aiment, il faut respecter, mais l'idée c'est pas de chasser ces gens-là, moi je déteste les gens qui disent «Je veux construire sur un champ de ruines, sur des cendres», non, il faut respecter ce qui est là, mais il faut essayer de se faire une petite place, de se faire accepter et de prouver qu'on peut atteindre un public, et il faut dire ce qui est, à créer un modèle économique autour de ça. Si jamais vous faites le meilleur contenu du monde, si vous faites le Seigneur des Anneaux français et que personne ne regarde, ça sera peut-être un succès artistique, mais ça sera un échec commercial et il n'y aura pas de suite. Donc il faut être humble, il faut essayer de faire du contenu et faire en sorte que ça plaise à des gens, à suffisamment de gens, mais il faut aussi réussir à ne pas dénaturer son projet d'un point de vue artistique pour ne faire que plaire aux gens. Ça, c'est très compliqué. Donc, s'il y avait une solution simple, ça se saurait. Mais j'ai quand même bon espoir parce que les créatifs que je vois évoluer depuis que j'ai commencé Noob et même depuis que j'ai commencé à faire Final Quest il y a 20 ans, ils me donnent vraiment de bons espoirs que le monde professionnel évolue dans le bon sens. Et peut-être qu'un jour, j'essaierai. Mais pour ça, il faudrait que la partie indépendante de Noob, etc., finalement, ne soit pas aussi bien, en fait. Tant que les gens nous feront vivre un rêve, j'aurais pas envie de me lancer dans le monde professionnel. Donc le plus tard possible, de préférence jamais, mais je ne ferme pas totalement la porte. Voilà, ce sera une conclusion un petit peu de Normand, hein, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et voilà, bon, merci de m'avoir écouté en tout cas, et voilà pourquoi Noob reste pour l'instant et pour les années à venir quelque chose d'amateur. Et peut-être, voilà, que... j'ai un dernier point, alors, en 2 secondes, hein, c'est pourquoi pas aussi faire quelque chose entre les deux, se professionnaliser, c'est-à-dire rester indépendant, mais se professionnaliser davantage, peut-être essayer de trouver, je sais pas, il y a peut-être des solutions pour faire quelque chose entre les deux, et puis avoir la force de frappe du monde professionnel, sans forcément avoir un producteur. Je pense par exemple aux aides du CNC, peut-être, sur un projet voilà, qui se veut professionnalisant, mais où on garderait les rênes. Voilà, une petite piste. Et là aussi, il y a des progrès qui ont été faits. La SACD aussi, qui permet à des contenus créés sur Internet de récupérer des petites sommes d'argent, parce que de toute façon, YouTube est obligé de payer des organismes comme la SACD, et si vous ne vous inscrivez pas, c'est ce qui s'appelle les irrépartissables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher cet argent parce qu'ils ne viennent pas vous l'apporter. Par contre, si vous faites l'effort de vous inscrire à la SACD, vous pouvez récupérer, alors c'est pas grand-chose, hein, des fois c'est 100 € tous les 3 mois, mais voilà, c'est toujours ça en plus, et si jamais vous faites beaucoup de vues, qu'est-ce qui dit que vous n'aurez pas plus de budget? Ça, plus la SACD, puis peut-être un crowdfunding, enfin la SACD, le CNC, plus un crowdfunding, etc., ben, peut-être que ça permettrait d'avoir le budget équivalent de ce qu'aurait donné un petit producteur. Voilà. Donc il y a des pistes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Allez, bye bye.